Quand la réalité rattrape la fiction. En cette fin d'été 2017, Bernard Tapie, 74 ans, va prendre l'avion à Nice pour rentrer à Paris. L'homme est sonné. Son médecin vient de l'appeler et lui a annoncé une très mauvaise nouvelle. Il vient d'apprendre que les examens médicaux sont très mauvais et donc cette fois pour lui c'est sûr, il a un cancer et même comme il dit un sale cancer. Et donc il est un peu chancelant, il va prendre son avion pour Paris et il se remémore la scène qu'il avait tournée dans le film de Lelouch, Homme-Femme, Mode d'emploi. Dans ce film de Claude Lelouch, tourné 20 ans plus tôt, Bernard Tapie apprenait la même chose de la même manière par un coup de fil d'une amie médecin. Et grave, très grave. Difficile à dire. Mais si on s'y met tout de suite? C'est quoi tout de suite? Ben tout de suite, dès demain matin. Viens chez moi au petit déjeuner, je t'expliquerai. Tu ne dis rien à personne, je t'en supplie. Vraiment, faut que personne le sache. Oui, personne. Bon, je te rappelle. J'avais pris un peu d'avance sur les événements. J'aurais jamais pu imaginer quand je faisais tourner ça qu'un jour les événements le rattraperaient. Voilà. Bernard Tapie monte parmi les premiers passagers dans l'avion. Et second signe du destin, il tombe sur Pierre Arditi, qui dans ce même film jouait le rôle du médecin qui suivait sa maladie. J'aperçois Bernard, donc je lui demande comment il va, il me dit je vais mal, ça ne va pas, j'ai un cancer. Alors bon, évidemment, c'est d'une gaieté modeste. Pétrifié par l'annonce du cancer, Pierre Arditi laisse l'émotion les envahir. À ce moment-là, ne sachant quoi faire d'autre, il lui prend la main comme ça. Et donc ils ont ce moment, ces quelques secondes de silence. Je pense qu'on a dû se prendre comme ça, ce qui voulait dire écoute mon vieux, si je peux faire quelque chose, je le fais, et sinon c'est toi qui vas faire les choses parce que c'est toi qui te bagarres, et qu'en tout cas si tu as besoin de quelque chose que je peux faire, je suis là. Voilà. C'est un moment d'une émotion incroyable, et là il a l'impression vraiment qu'il se passe quelque chose d'anormal, presque surnaturel. Comme si le scénario écrit par Claude Lelouch se répétait. Au milieu des cieux, telle une ligne de crête entre la vie et la mort. C'est depuis Marseille, ville de cœur de Bernard Tapie, qu'il va rendre publique sa maladie par un moyen inattendu. En septembre 2017, l'ancien patron de l'OM demande à l'un des supporters les plus emblématiques du Vélodrome de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Bernard Tapie est gravement malade. Je pense que toute sa famille va le soutenir physiquement, moralement. Toujours est-il que nous, ses amis, qui sachent qu'on est avec lui par la pensée. On ne peut pas faire autre chose que ça. Bernard, bats-toi. Tu as toujours été un battant. Bats-toi. Bise, mon ami. On peut penser que c'est de la com, c'est pas tout à fait ça. C'est que je pense que Tapie, d'abord, il avait du mal à le dire, ça l'embêtait, il avait envie que ça se sache. Le truc est parti, et je pense que il avait besoin de se sentir soutenu, parce que bon, d'abord, c'est un combat compliqué, difficile, hein. Donc il a besoin d'amour. Non, mais Tapie, on comprend pas ça quand on n'a pas compris, c'est un sentimental qui a besoin d'amour. Le lendemain, au stade Vélodrome, des banderoles sont déployées lors d'un match pour soutenir celui que les supporters surnomment affectueusement le boss.
ça va être aussi quelque chose qui va lui donner de la force. Et en effet, quand il le raconte, il est bouleversé. Quand il raconte les chants des supporters, les banderoles, il est absolument bouleversé par ça. 2 mois plus tard, Bernard Tapie apparaît à la télévision, le visage marqué. En pleine chimiothérapie, il se confie pour la première fois sur son double cancer de l'estomac et de l'œsophage. La méthode Coué, ça marche pas. Et la méthode Coué, ça consisterait à dire « moi j'ai le moral, j'ai la pêche, etc. » Ça marche pas. Il y a une seule chose qui marche. Une seule, c'est l'énergie. Parce que c'est l'énergie qui donne à vos défenses le moyen de combattre cette saloperie. Et c'est un vrai combat, c'est un truc à mort. Moi, je le traite de tous les noms, mon cancer. Je me lève le matin avec envie de lui péter la gueule. Et je fais tout pour ça. Cette apparition d'un homme fragilisé, que rien ne semblait pouvoir atteindre auparavant, touche des millions de Français. C'était la santé, c'est la vie, Tapie. À un moment donné, vous voyez, 45-50 ans, c'était la vie. Et quand on le voit malade, tous les gens qui l'ont connu se sentent atteints, parce qu'au fond, on se rend compte que si ça arrive à un type comme lui, ça peut arriver à tout le monde, quoi. En janvier 2018, son état est grave. Il est opéré à l'hôpital public de Saint-Louis, à Paris. On lui retire les 3/4 de l'estomac et l'œsophage. Sa famille fait rempart face à la maladie via les réseaux sociaux. Fuck le cancer, annoncent ses enfants. Le combat ne fait que commencer. Moi, j'ai vu Bernard très sonné. Hein. Il y a eu des moments où il était au tapis, mais il cicatrise très vite. Il y a cette phrase de Nietzsche qui est tellement juste, qui est que ceux qui ne vous tuent pas vont en force. C'est exactement ça, Tapie. Bernard Tapie se bat contre son propre cancer, mais il se fait aussi porte-parole des malades. Invité à la faculté de médecine de Nice, je vais demander à Bernard Tapie de venir. Il est choisi comme parrain de la promo. Je suis là, moi, parce que ma grande qualité, c'est d'avoir eu un cancer. En gros. Je suis cancéreux, et à ce titre-là, j'ai le droit de débattre avec vous. Je trouve ça formidable. Devant 200 étudiants, le patient Tapie raconte, avec son style, la gestion de la douleur après son opération. Si t'as mal, t'appuies. Mais c'est quoi? C'est de la morphine. C'est la pompe à morphine. Et il se fait que moi, j'ai tellement fait de sport, j'ai tellement fréquenté le sport de haut niveau, je sais à quel point la morphine, c'est une merde. C'est une saloperie, c'est un poison. Ah, ça vous retire la douleur, ça vous retire tout. Et au passage, il en profite pour faire la leçon au corps médical. Mais dites-le à ce malade, dites-lui, ça va être dur, mais résistez. Parce que votre corps a besoin de votre résistance. Il a besoin, ne serait-ce que psychologiquement, de savoir que vous n'êtes pas simplement un navet en train d'attendre que vous ayez plus mal. Moi, ce qui m'a vraiment frappé chez lui, c'est son élan vital, ce qu'on appelle l'élan vital qu'on voit chez tous les patients qui sont atteints d'une maladie. Il a décidé que la maladie ne l'abattrait pas, quoi. Mais le mal progresse. Au printemps 2019, l'homme revient sur les plateaux de télévision, la voix éraillée. J'ai une question toute simple. Comment allez-vous? Ça va. Bon, là, je suis un petit peu embêté parce que j'ai une paralysie d'une des 2 cordes. Corde vocale. Donc, je rentre demain pour voir ce que c'est. Mais j'ai l'autre, hein. On ne va pas se coucher parce qu'il me manque une corde, quand même. Donc, voilà. Son médecin lui conseille alors d'aller à Marseille, à l'Institut Paoli Calmette, pour suivre un nouveau traitement grâce au Méridien, un appareil révolutionnaire. Bernard Tapie a été soigné ici, dans le service d'Agnès Tallet. On rentre dans un bunker avec une machine qui est ici, donc, et que vous pouvez visualiser, qui couple un accélérateur linéaire de particules et avec un IRM. Là, on la voit. On voit tous les contours de la tumeur, donc on sait où on est. On est bien sur la tumeur. On n'est pas en train, un peu décalé, en train de traiter du tissu sain. Ciblé pour mieux traiter la tumeur et injecter le produit au bon endroit, du sur-mesure. Le patient Tapie est passé dans cette machine à 10 reprises pendant l'été 2019.
Une technologie venue des États-Unis qui là-bas donne déjà des résultats très encourageants. Quand ils ont réussi à augmenter la dose grâce à la visualisation et à la radiothérapie adaptative, la combinaison des deux a permis une survie doublée. Un patient animé par une furieuse envie de se battre, mais surtout de gagner, quel qu'en soit le prix. Pour le soleil, conduis-nous vers nos réveils. Il aurait voulu être un artiste et se faisait appeler Bernard Tapaille. Au fond du ciel, notre maison. Une aventure éphémère, 3,45 tours et puis s'en va. Le premier match qui va guider toute sa vie sera de s'élever dans l'échelle sociale. L'enfant du Bourget a grandi ici, au premier étage de cette petite maison, un 3 pièces de 20 mètres carrés, entouré de ses parents, Jean et Raymonde, et de son frère cadet. Enfance ouvrière, avec un père ouvrier, mais qui a grimpé, qui avait une déesse, qui a fait sa petite entreprise. Enfin, c'est la France des années 50, l'ouvrier qui se met à son compte. Ce sont des origines modestes. J'ai connu son père et sa mère. La maman, personnage formidable et très important, qui était en admiration devant son fils. Donc déjà, quand vous êtes aimé, comme il a été aimé par sa maman, il n'y a rien qui vous arrête. Vous êtes persuadé que vous êtes le meilleur du monde. Il a tété ce lait. Voilà. Bernard Tapie trouve sa voie le jour où un VRP se présente à la maison. Il est capable, dès le plus jeune âge, de dire au vendeur de téléviseur qui va sonner à la porte des parents, dire « Tu t'y prends comme un manche, mon gars. On ne fait pas comme ça. » Dans cette France qui découvre la société de consommation, Bernard Tapie expérimente avec le vendeur une méthode inédite. Il propose à chaque famille du quartier de tester un téléviseur à domicile. 48 heures plus tard, les ventes explosent. Il y a énormément de foyers qui n'ont pas la télé, en noir et blanc. Et donc, lui fait du porte-à-porte pour vendre des téléviseurs. Et ça marchera tellement bien, d'ailleurs, qu'il décidera d'ouvrir un magasin de postes de télé près de la gare de l'Est à Paris. Une fois, il m'avait dit, chaque fois que je pousse une porte, elle s'ouvre. Donc, il a commencé à 15 ans, à 16 ans, à pousser les portes. Elles se sont toujours ouvertes. C'est un vendeur formidable et il n'a pas de surmoi, donc il ose tout. C'est un comédien extraordinaire. Extraordinaire. Il vous fera avaler n'importe quoi. Il est capable de vendre une bouse à une vache. Téléviseur, carte de réduction, service d'aide médicale, Bernard Tapie devient un entrepreneur touche-à-tout. Et son ascension va parfois se faire au mépris des règles. En 1979, il réalise un premier coup hors les clous en arnaquant un dictateur. Dans la vie, il y a toujours un acte primal. L'acte primal chez Bernard, ça a été les châteaux de Bokassa. 4 châteaux, une ferme et un hôtel-restaurant. Ce sont les propriétés sur le sol français de l'empereur de Centrafrique. Jean Bédel Bokassa vient alors d'être renversé. Bernard Tapie va profiter de la situation. Jean-Barthélemy Bokassa est le petit-fils aîné de l'empereur déchu. En octobre 1979, Bernard Tapie rencontre son grand-père. Et l'homme d'affaires va le convaincre de lui vendre ses biens pour éviter qu'il ne soit confisqué par l'État français. Les arguments de Bernard Tapie sont simples en fait. Il dit qu'il est mandaté par l'Élysée, que les biens de mon grand-père vont être saisis, qu'il y a une loi qui va être votée. Il sort des papiers, donc mon grand-père, face à tout ce théâtre qu'il croit en fait. Il accepte de vendre pour la modeste somme de 12 500 000 francs. 12 500 000 francs, moins de 10% de la valeur estimée du patrimoine de Bokassa, qui revient donc à Bernard Tapie. Il faut être très culotté. Aller voir quelqu'un qui est à terre pour essayer de le piéger de cette façon-là, c'est un peu facile, non? C'est affligeant.
Selon Bernard Tapie, s'il a acheté ces châteaux, ce n'est pas pour son enrichissement personnel, mais pour en faire don à l'UNICEF, basé à New York. 3 semaines après sa première rencontre avec Bokassa, l'homme d'affaires de 36 ans, jusqu'ici inconnu du grand public, fait la une du New York Times. À la suite d'une opération philanthropique et financièrement osée, un homme d'affaires français a convaincu Jean-Bédel Bokassa de lui vendre ses demeures en France. Et il propose maintenant d'offrir les bénéfices de cette revente au Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Mais l'UNICEF ne verra jamais cet argent, car la vente est finalement annulée. Bernard Tapie, lui, sera condamné à verser 100 000 francs de dommages et intérêts pour avoir manipulé l'ex-empereur de Centrafrique. Tapie, sa morale est assez simple, c'est que tout ce qui lui est profitable est bien et tout ce qui lui est néfaste est mal. Au fond, c'est une psychologie assez basique, mais pour lui, c'est un moteur extraordinairement puissant. C'est ce qui l'autorise à faire ce que certains appellent des coups de bluff, mais pour lui, ce n'est pas des coups de bluff. Pour lui, c'est comme un alpiniste qui met toujours une main un peu plus haut pour se tirer et pour y arriver. Rien ne l'arrête. L'homme d'affaires se met à racheter des entreprises. Et dans ces années fric, les années 80, il affiche clairement la couleur. L'unité de mesure d'un système capitaliste, c'est l'argent. J'entreprends mes affaires et je les fais entreprendre par tous ceux qui m'entourent avec une volonté féroce de gagner beaucoup d'argent. Pour gagner la bataille de l'argent, Bernard Tapie applique une méthode bien rodée. Avec un avocat qui n'est autre que Jean-Louis Borloo, ils mettent au point un système par lequel il rachète les sociétés décrépites ou presque faillites. Il va au tribunal de commerce. Alors lui, il franchit des lignes parce qu'il a des copains au tribunal de commerce et c'est la combine, on lui donne des bonnes affaires, il a des bonnes informations. Et Tapie, il a une martingale. Finalement, peu importe la santé de la société ou du nombre d'employés, il a compris que qu'est-ce qu'il fallait faire dans la vie, c'est racheter une marque. Et qu'avec la marque, le potentiel de la marque, la notoriété de la marque était plus importante que tout le reste. La vie claire, Terraillon, Testu. En moins de 10 ans, Bernard Tapie rachète une quarantaine d'entreprises à l'agonie. À coups de plans sociaux et de licenciements par milliers, l'homme d'affaires remet ses sociétés à flot et les revend au prix fort. Est-ce que le terme homme d'affaires est le bon ? Parce que c'est un homme de drôle d'affaires tout de même, parce que il n'a pas créé une entreprise de lui-même, il a racheté à prix cassé à la barre des tribunaux de commerce des entreprises en déshérence. Il n'a fait que dépouiller les affaires dans lesquelles il est allé. Vous n'avez pas entendu dire qu'il ait fait prospérer quoi que ce soit. Non. C'est quoi la méthode Tapie alors ? La prédation. La chasse l'intéresse, la proie de l'entreprise l'intéresse, et d'aller l'achat, la conviction autour de l'achat l'intéresse. La structuration, le management, tout ça ne l'intéresse pas. Ses critiques, Bernard Tapie, devenu 20e fortune de France, les balaye d'un revers de main. Alors à la tête de Terraillon, la célèbre marque de balance qu'il a rachetée pour un franc symbolique, l'homme vante les mérites de sa stratégie. Quand je reprends Terraillon il y a 24 mois, on se demande est-ce qu'il a l'intention de faire du pesage. Alors l'establishment, pour reprendre votre mot, dit non. Il veut faire un coup, il va reprendre Terraillon qui ne marche pas, puis quand ça va marcher, il va revendre à Seb, ou je ne sais pas qui. Mais un an après, je rachète le 2e, je rachète le 3e, puis maintenant le 4e. Et maintenant, on est le numéro 1 en Europe. Maintenant, on fait 600 millions de chiffre d'affaires, on est le numéro 3 dans le monde et le numéro 1 en Europe dans le pesage. 10 ans plus tard, l'entreprise affiche 18 millions de francs de pertes. 550 emplois sont supprimés. Par ailleurs, Bernard Tapie sera condamné pour abus de biens sociaux aux dépens de la société Testu. Qu'est-ce qui fait marcher Tapie ? 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 Ce qui fait marcher le roi du bluff, c'est d'être dans la lumière. Prêt à relever tous les défis, pourvu qu'il soit en haut de l'affiche. Allez Bernard, c'est le jogging. L'entraînement, vous l'avez là, hein? Allez, tout le monde nous suit. En petite foulée avec Bernard Tapie. Bernard Tapie en version aérobique.
Invité de Gym Tonic, l'émission phare des années 80 en rythme avec Véronique et Davina. Allez-y, allez-y. À cette époque, il n'a pas peur du ridicule. Il a emprunté la tenue de la prof. Davina, Poitou. Quand vous le voyez dans cette tenue où il est sublime de beauté, en vert et en rouge, c'est avec nos vêtements, et en l'occurrence mon juste au corps. Sa devise, quand tu réussis, fais-le savoir. Et c'est exactement ce qu'il fait. C'est lui qui a demandé à participer à ce cours de gym, qui tous les dimanches matins rassemble près de 12 millions de téléspectateurs. Il arrive, il est beau comme un dieu, il est carré, grand, beau, souriant, bronzé. Donc toutes les nanas du cours sont comme ça devant lui, nous y compris. Bernard Tapie, un nom bien célèbre, un homme d'affaires connu par Mons et par Vaux, qui dirige des tas de sociétés, mais avec une pêche et une forme incroyables. Alors, comment faites-vous? D'abord, je suis sportif. Plein de trucs. Je suis sportif depuis que je suis grand comme ça. Ouais. Ça m'a peut-être d'ailleurs donné un état d'esprit qui diffère un peu de certains de mes confrères et des vôtres. Ce que j'aime par-dessus tout chez lui, c'est cette intelligence, cette rapidité. Il répond à tout, il sait tout. C'est un combattant, c'est un guerrier. Il est aussi le meilleur vendeur de la marque Tapie. En 1984, il est élu homme de communication de l'année par le magazine Stratégie. Il y a une mode tapis, un style tapis, et il est évident qu'il a su acquérir un positionnement très solide et qu'il est à ce titre la réussite publicitaire de l'année. Pour faire parler de lui, l'homme est prêt à prendre des risques. En juin 1988, il tente de battre le record de la traversée de l'Atlantique en voilier monocoque, à bord de son yacht le Phocéa. Une épopée retransmise tous les jours au JT de TF1. Après l'ère de la campagne, l'ère de la mer maintenant est le record que Bernard Tapie est en train d'essayer de battre, le très vieux record de la traversée de l'Atlantique à la voile. Le bateau de Bernard Tapie Phocéa a quitté New York hier. L'aventure va s'avérer beaucoup plus périlleuse que prévu. À bord 20 personnes, dont Jean-Paul Jaude, réalisateur, qui filme ses exploits. Bernard, tous les matins, arrivait, brushing, tout nickel, bien sapé, tout comme il faut. Et il était dedans, ça allait vite, donc là, il était content. Au bout de 2 jours, le vent tombe. Le Phocéa perd de la vitesse et Bernard Tapie sa patience. Il a commencé à attaquer le commandant en disant que pourquoi on s'était retrouvé là, dans ce merdier. Alors il prend les commandes et décide, malgré la tempête qui s'annonce, de maintenir le cap, quitte à mettre l'équipage en danger. L'eau était verte, bleue, jaune, il y avait des couleurs fous. Et ça annonçait, moi je ne savais pas, ça annonçait le baston. Et finalement, ça a commencé, sérieusement. C'était très très impressionnant. Mais c'est des vagues de combien de mètres? Ah, c'était des vagues qui faisaient 5-6 étages. Ah, mais c'était monstrueux. Le bateau s'est couché. Alarme à bord, ça c'était terrible. Tout sonnait. Si on avait une déferlante, on y allait. Vous avez eu peur? Ah oui, moi j'ai eu peur, oui. Le Phocéa se couche et se relève 4 fois. Au bout du 7e jour, Bernard Tapie réalise que cette aventure frôle l'inconscience. Le dernier jour arrivé, le matin du dernier jour, et Bernard s'est levé, il était vert. Pas brushing, pas coiffé, pas sapé. Et dit, les gars, on déconne, il faut arrêter de déconner. Le lendemain, le bateau arrive à Saint-Malo. Bernard Tapie a retrouvé des couleurs. Il boucle sa transat en 8 jours, 4 de moins que le record de 1905. À cette époque, le maître du jeu sait aussi s'associer à des champions pour décrocher des trophées. Bernard Hinault, un nom qui claque, déjà 4 victoires sur le Tour de France. Alors que Bernard Tapie ne connaît rien au monde du vélo, il monte une équipe sous les couleurs de sa société La Vie Claire et engage le célèbre cycliste. Le fait que le patron vienne manger avec vous à la même table, n'est pas à 3 tables à côté en train de manger du foie gras ou du caviar, il mange la même chose que vous. Ça, pour nous, c'était très, très,
très bien, quoi, au niveau de toute l'équipe. Et puis, il n'y avait pas la différence entre le champion et les équipiers. C'était son équipe. Un an plus tard, l'équipe de Bernard Tapie remporte le Tour de France avec la victoire du Breton. On n'a pas eu d'objectif. Au départ, il ne nous a pas dit « il faut gagner ça, il faut gagner ça ». Mais la manière dont il nous avait engagés, notre manière de le remercier, c'était de gagner. Ça, c'est le plus important de tout. Après le vélo, le ballon. En 1986, il rachète l'Olympique de Marseille. Le club végète alors à la 15e place du championnat de France. Il va le métamorphoser en recrutant de nouveaux talents. Cantona, Deschamps, Barthez, Boly. Et Bernard Tapie a sa technique pour stimuler ses footballeurs. Cet homme aurait pu être un gourou, tellement qu'il était fort dans tout ce qui est relations humaines et tirer le maximum des gens. Les jours de match, il arrivait à midi, voire même plus tôt le matin, et il passait la journée avec nous. Même si on devait jouer une petite équipe, il nous mettait une telle pression, il était tellement malin dans ce qu'il nous disait avant le match qu'on était motivés à 100%. Par contre, dès qu'il n'était pas là, c'était le Club Med et on faisait n'importe quoi et on passait à côté des matchs et on se faisait tirer les oreilles pas mal, quoi. Mais Bernard Tapie peut aussi emmener ses joueurs loin, très loin. Jusqu'à décrocher la Coupe d'Europe contre Milan en 1993. Une première dans l'histoire du foot français. L'instant est historique, on ne cesse de le répéter. Ça y est, vous l'avez. C'est stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cet état, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial. Et ce sont ses exploits. Il raconte très volontiers qu'il est au téléphone, que Basile Boli demande à sortir pendant la finale et que lui il refuse que Boli sorte. Et quelques minutes plus tard, Boli va marquer. Tapie, quand il raconte ça des années après, c'est pratiquement comme si c'était lui qui avait marqué. Des victoires, mais aussi des méthodes illégales, qui vont conduire Bernard Tapie quelques années plus tard devant la justice. En attendant, un nouveau terrain de jeu va permettre à l'autodidacte de s'asseoir à la table des puissants. Pour entrer sur le terrain de la politique, Bernard Tapie va faire appel à l'homme qui a l'oreille du président, Jacques Séguéla, même si le publicitaire commence par l'en dissuader. Il me dit un jour, je vais faire de la politique. Je lui dis, Bernard, tu es heureux, tout réussit. Ce sont des piranhas, ils vont te dévorer, ne fais pas ça. Malgré cela, Bernard Tapie demande à Jacques Séguéla, qui avait conçu le slogan de campagne de François Mitterrand en 1981, d'organiser un déjeuner avec le président. L'entourage de François Mitterrand est réticent. Il termine son premier septennat et Bernard Tapie est déjà sulfureux. Le chef de l'État prévient le publicitaire qu'il ne fera que passer. Écoutez, je viendrai 20 minutes. Vous préparez juste une petite chose très légère parce que je suis très pris l'après-midi. Il est parti à 4 heures. Parti à 4 heures de l'après-midi. Vous voyez, regardez passer les balles. J'étais comme au tennis. Tchac, 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 tchac. Bon. C'était un cours magistral de politique. Il y a une forme quand même de respect de l'animal chez Tapie. Et réciproquement chez François Mitterrand. Séduit par Bernard Tapie, par le fauve, par l'animalité. Si le courant est très bien passé avec François Mitterrand, Bernard Tapie ne veut surtout pas insulter l'avenir. Il va aussi s'afficher avec le principal adversaire du chef de l'État. 8 mois avant la présidentielle de 1988, celui qui est aussi devenu animateur de télé crée la surprise en accueillant sur son plateau un invité mystère. Devinez qui est-ce? Eh oui, c'est pas Madonna, non, mais c'est notre Premier ministre. Bernard Tapie offre une tribune médiatique en prime time à Jacques Chirac, le patron de la droite qui rêve alors de l'Élysée. Droite ou gauche, les hommes politiques ne sont pas jugés par les Français à la valeur qu'est la leur. Si la France aujourd'hui demeure encore un des 3 ou 4 grands pays du monde qui comptent, c'est grâce à toute la classe politique qui s'est suivie depuis des années et au nom de l'intégralité des gens qui pensent comme moi,
Moi, je vous tire un coup de chapeau à tous. Oui, vous savez, je viens de faire 48 000 km en 48 000 km en 37 heures, grâce à ceux qui ont fait Concorde. C'est à ces hommes-là que l'on doit que la France soit un grand pays. Pour annoncer le résultat, Gérard Saint-Paul... Mais en 1988, c'est François Mitterrand qui est réélu. François Mitterrand, réélu président de la République. Alors Bernard Tapie, qui a su séduire le président, va être envoyé sur le ring, à Marseille. Une ville où Jean-Marie Le Pen est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle, avec plus de 28% des suffrages. L'homme d'affaires sera l'un des candidats du Parti socialiste aux législatives. Et il choisit Noël Bellone, son bras droit, comme directrice de campagne. Alors je ne suis pas surprise, je suis horrifiée. C'est très différent. Je suis horrifiée parce que, bon, d'abord, je n'étais pas embauchée pour ça. À un moment, je lui dis, bon Bernard, pourquoi moi je ne comprends pas, en plus, j'ai pas l'habitude, je ne connais pas ce que c'est une campagne électorale, lui d'ailleurs non plus. Hein. Et il m'a dit, mais Noël, c'est comme quand on veut gagner une entreprise, un business plan, enfin, vous voyez ce que c'est, il faut qu'on gagne. C'est là que j'ai compris que bon, on allait mettre en pratique nos méthodes en fait d'industriels et d'entrepreneurs et pas des méthodes, si vous voulez, de politique. Promesses qui font sourire ses adversaires. L'ex-vendeur de télé reprend le porte-à-porte, dans une circonscription réputée ingagnable. Assure-toi qu'ils ont des cartes postales, c'est ça qu'il faut là. Des cartes postales, merde, je les ai fait pour ça. Quel dommage que vous votiez pas tous. Il a un pouvoir de séduction énorme. C'est une personnalité à l'époque, Bernard Tapie. Il est président en plus de l'OM. Donc quand il se déplace, ça ressemble à quoi? Mais quand il se déplace, les gens sont en folie autour de lui, il fait bien signer des autographes. À l'époque, il n'y a pas encore les selfies. Hein. Mais je veux dire, les gens sont vraiment attirés par le personnage. Bernard Tapie remporte la circonscription in extremis et rentre à l'Assemblée nationale. Mais le vrai match de boxe va se dérouler sur un plateau de télévision. Bernard Tapie affronte Jean-Marie Le Pen en décembre 1989. Face aux Français, les deux hommes rivalisent d'amabilité. Parce que vous êtes un hableur, vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que vous arrivez... Poli, monsieur, vous êtes sorti des bas-fonds, on le sait, vous êtes poli. Oui, vous allez apprendre à parler. La seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi. 40 ans plus tard, Jean-Marie Le Pen garde un souvenir amer de cette confrontation télévisuelle. Je ne suis pas l'homme à me laisser faire par un ruffian, c'est-à-dire un aventurier peu scrupuleux. Tapie était très agressif. Et à un moment donné, il y a eu un échange où il était presque menaçant. Mais attendez, attention, écoutez, vous êtes un je vous ai dit, pitre. il y a une limite, vous dépassez la limite. Mais ne dites pas d'énormité comme ça, et ne me menacez pas physiquement, monsieur Tapie, il vous en cuirait. Parce que vous avez votre garde du corps, là. Non, moi. Peu rigolo. Enfin, regardez-vous. Mais alors, regardez. Vous verriez un peu ce que c'est qu'un boxeur poids lourd. Et à la sortie, Jean-Marie Le Pen, en le raccompagnant, il me dit ah, mais vous savez, hein, c'est qui m'aurait tapé dessus, hein. Alors, pas une seconde, donc je me suis dit, il sent qu'il a perdu. Et c'est la première fois, et je pense une des seules fois de sa vie, que Jean-Marie Le Pen s'est dit, j'ai perdu. Ce n'était pas un débat politique, c'était comment dirais-je, une confrontation de bistrot. Ce genre d'échange, ce ne sont pas sur les hauteurs philosophiques. C'est pas le genre de Bernard Tapie, en l'occurrence. Ça avait beaucoup impressionné François Mitterrand, ça, de voir Tapie aussi à l'aise, finalement, quoi. Il avait pas eu peur ni des arguments de Le Pen, ni du personnage, quoi. Moi, j'ai eu plusieurs dîners à l'Élysée où j'étais très mal à l'aise, parce qu'il disait à ses ministres, mais faites comme Tapie, prenez des leçons avec Tapie. Vous l'avez vu hier à la télé, vous avez vu comment vous êtes, vous? Oh là là là, non, il n'y avait pas un mot, évidemment. Pas un mot autour de la table. Il les éprenait comme ça. Et il agitait le chiffon rouge qui était Bernard. 3 ans plus tard, Bernard Tapie est nommé ministre de la Ville dans le gouvernement de Pierre Bérégovoy. L'homme est aux anges. Il va même visiter son ministère avant la passation de pouvoir.
On sonne, le gardien ouvre et dit ah, « Monsieur le ministre », Tapie me regarde, a l'air de dire « Est-ce que c'est à moi qu'on parle ?» Hyper fier. Oui, et fier et en même temps estomaqué, mais fier quand même, très fier. Et après, nous avons fait le tour du ministère, tous les deux, avec le gardien, naturellement. Il s'est assis dans le fauteuil. Enfin, je ne sais pas si on peut le dire, parce que c'est tellement antitraditionnel par rapport à l'establishment qui se prend tellement au sérieux, et surtout les politiques qui se prennent tellement au sérieux. Venant d'où il vient, être ministre, c'est la consécration absolue. Je crois que c'était le plus beau jour de sa vie. Je crois vraiment que c'était le plus beau jour de sa vie. Mais au sein du gouvernement, sa nomination va susciter quelques crispations. Il était un usurpateur pour les gens de la politique, pas pour le personnel ou les jeunes des banlieues. Au contraire, là, il était très à sa place. Mais pour les autres, il était un usurpateur. Comment, sans avoir fait de politique du tout, on arrive au sommet parce qu'on est soutenu par le président de la République? C'est pas beau, ça. Ah ouais. Jalousie formidable. Mais ses adversaires politiques n'auront pas besoin de lui barrer la route, car les affaires vont très vite le rattraper. Voici l'homme qui va ouvrir une enquête lourde de conséquences pour Bernard Tapie. Tout commence en 1993. Le procureur Éric de Montgolfier soupçonne le club de foot de Bernard Tapie, l'Olympique de Marseille, d'avoir truqué un match en achetant un joueur de Valenciennes. Bernard Tapie prend les devants et demande à être reçu par le magistrat pour tenter de l'influencer. Oh, il a fait irruption dans mon bureau, en m'expliquant tout de suite, presque tout de suite, qu'il était un peu en retard, mais qu'il quittait le président de la République. Bon, voilà, il a brossé le décor. Il y a quelques phrases qui me reviennent encore, parce que c'était un peu grossier comme procédé. Le côté, monsieur le procureur, enfin vous, un homme comme vous, dans un si petit poste, vous méritez beaucoup mieux. Il cherchait manifestement à m'impressionner. À l'issue de cet entretien, l'avocat de Bernard Tapie le rejoint dans le bureau du procureur. On sent bien que ça n'accroche pas. On sent bien qu'il y a un mur qui les sépare. Je vois Bernard Tapie décontenancé. Il me dit « Mais monsieur le procureur de la République n'aime pas le football ». Une tentative de pression qui ne marche pas. Renvoyé en correctionnel à Valenciennes, Bernard Tapie fait le show. Il multiplie les versions et lâche à la barre une petite phrase qui fera date. Tout le monde a menti dans ce procès, mais moi, j'ai menti de bonne foi. Pour complicité de corruption et subornation de témoins, Bernard Tapie est condamné à 8 mois ferme et 3 ans d'inéligibilité. C'est de tromper les gens que je peux lui reprocher. Et la corruption, c'est une vraie tromperie. C'est pas seulement humiliant pour celui qu'on achète et qui se laisse acheter, ou même qui le refuse. C'est inacceptable pour celui qui s'y livre. Incarcéré à la prison de la Santé en février 1997, puis transféré à Luynes, à 25 km de Marseille, l'ancien patron de l'OM s'intègre vite. Quand il est extrait de cellule pour aller voir Jacques Séguéla au parloir, il est acclamé dans les coursives. D'un coup, j'ai entendu, comme dans les films de James Cagney, les films de bagnards de l'époque, le bruit des cars sur les... Et on entendait « Allez l'OM, allez l'OM, allez, allez Tapie, allez ». Et puis, la porte s'ouvre, porte de fer s'ouvre, et Tapie est là, majestueux, en jogging. Il y avait des petits confessionnaux, hein, parce qu'on n'avait pas le droit de s'asseoir, on était debout. Et donc on rentre dans le confessionnal, on tombe dans les bras l'un de l'autre, on a pleuré pendant 20 minutes. Je sais que Bernard, on a bavé, hein, vraiment. Il était très mal, il était très déprimé, et il était touché physiquement et très affaibli dans ses défenses. Dans ces années-là, Bernard Tapie est en faillite personnelle. Il sera condamné dans 2 autres dossiers pour abus de biens sociaux, fraude fiscale, faux et usage de faux.
Et ce jour-là, quand il sort après 165 jours de prison pour l'affaire OMVA, il n'a qu'une idée en tête. Il me dit « Est-ce que tu as lu Le Comte de Monte Cristo ?» Alors je lui ai dit « Oui, mais quand j'avais 14 ans, je ne me souviens plus très bien. » Il me dit « Je vais te dire un truc. Edmond Dantès, c'est moi. Je vais revenir, je vais les écraser tous. » En ce petit matin de 2010, Bernard Tapie a retrouvé de sa superbe. L'homme ruiné est à nouveau multimillionnaire. Et comme souvent, quand les questions le dérangent, il aboie. Il faudra vous y faire, vous mourrez avec ça. J'ai gagné 45, plus un peu plus encore. Et vous en êtes content. Et plus ça vous emmerde, plus ça me fait plaisir. Et ça vous fait plaisir, ça, on peut l'imaginer. Oui. Avez-vous Et plus je sens que ça vous emmerde, et plus ça me fait plaisir. Bernard Tapie vient de remporter le plus long match de sa vie. Et cette victoire fait scandale. C'est l'affaire du Crédit Lyonnais. Pour régler un vieux litige commercial avec l'ancienne banque publique, un tribunal arbitral lui a accordé 403 millions d'euros, dont 45 millions au titre de préjudice moral. Un jackpot qui pose question. Devant les députés qui ont créé une commission d'enquête, Bernard Tapie promet de dépenser cet argent public avec sagesse. Ce qui comptera, c'est ce que j'en ferai. Ce qui comptera, c'est ce que j'en ferai. En tout cas, je peux vous dire aujourd'hui, rappelez-vous de ce que je vous dis, ça ne sera pas pour acheter le fossé à Annie, pour acheter l'Olympique de Marseille. Et je ferai ce que je pense que ma conscience m'ordonnera de faire. Mais Tapie le flambeur est très vite de retour. Il rachète le quotidien La Provence et dépense beaucoup d'argent. Il achète un hôtel particulier à Neuilly, il achète sa villa à Saint-Tropez qui s'appelle la Mandala qui vaut 47 millions d'euros, il achète un yacht, l'un des plus beaux du monde, qu'il appelle en forme de moquerie le Reborn, la Renaissance. Ouh là là, quand j'ai vu ça, ouh aïe 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 aïe, ouh aïe aïe. Vous vous êtes dit quoi, il est allé trop loin? Non, il est irrécupérable. Je me suis dit, là, c'est grave. Il est grave. Il est trop grave. Qu'est-ce qui lui prend? Quel est le ressort psychologique absurde? Et le type est beaucoup plus fin que ça, qui lui fait dépenser d'acheter un jet, un yacht, la plus belle maison de Saint-Tropez. Et c'est invraisemblable. C'est le pétage de plomb. Selon Bernard Tapie, toutes ces dépenses, ce sont en fait des placements financiers dans des biens de luxe qui ont vocation à être loués. Mais la victoire va changer de camp. La décision d'arbitrage est annulée. Bernard Tapie doit rembourser. Alors l'animal se cabre. Il n'y a pas 1 euro exigible de créance. Vous avez entendu ça, là? Il n'y a pas 1 euro. Est-ce que vous êtes virtuellement ruiné, monsieur? Je vous souhaite une bonne journée. Ça ne devrait pas vous regarder. Est-il en capacité de rembourser? Et a-t-il déjà commencé à le faire? Dès 2015, il devait rendre l'argent. Il n'a pas rendu un centime. Rien? Pas rendu un centime. Si Bernard Tapie se dit prêt à payer, il conteste le montant bien inférieur, selon lui, aux 403 millions d'euros. Mais la justice le soupçonne aussi d'avoir manœuvré au plus haut niveau de l'État pour obtenir une décision favorable dans l'arbitrage. Pour se défendre, Bernard Tapie, déjà malade, va jeter toutes ses forces dans la bataille. Le procès lui-même lui a donné un coup de turbo parce que moi je l'ai vu plusieurs fois dans les semaines qui précédaient le procès. Il travaillait, il était concentré sur son objectif, il était évident pour lui qu'il allait se battre comme un lion. Alors que 5 ans sont requis contre lui pour escroquerie, Bernard Tapie tense les avocats de la partie adverse. Mais à la surprise générale, après 4 semaines d'audience, il est relaxé. Il était bouleversé par la décision parce qu'au fond, comme son avocat, comme Hervé Temim l'a dit publiquement, ils avaient beau être persuadés qu'ils avaient raison, ils ne croyaient pas que la justice leur donnerait raison. Dans les conditions personnelles qui sont les siennes, c'est-à-dire avec la maladie, avec la fatigue, il avait arrêté les traitements pendant le procès pour garder toute sa lucidité et sa force.
Là, il y a quelque chose qui le submerge, qui fait pleurer son propre avocat. Lui aussi, il pleure. Bernard Tapie déclare alors: C'est ma plus belle chimio. Mon cancer vient d'en prendre un sale coup dans la gueule. Mais Bernard Tapie n'a pas pu assister à la fin de son procès en appel. La maladie a fini par l'emporter. Il s'est éteint à l'âge de 78 ans.